tu nous as amené les livres de ton autrice préférée. C'est qui? Je sais pas si c'est mon autrice préférée. C'est le titre de la série. Audre Lorde, c'est une autrice et surtout poétesse américaine. Elle écrit de la poésie, mais elle écrit aussi des essais. C'est une autrice qui est lesbienne et noire états-unienne, et en fait, elle réfléchit dans ses écrits à ce que c'est que d'être une femme noire aux États-Unis. Donc elle s'inscrit dans un féminisme intersectionnel. Je trouve que c'est une écriture qui est vraiment très empouvoirante, c'est-à-dire que quand on la lit, on part de soi, elle part de quelque chose de très intime, sur la manière dont on est construite en tant que femme, et elle l'élargit après quelque chose de très politique. Donc en fait, je trouve que chez Audre Lorde, dire le privé est politique, l'intime est politique, ça prend tout son sens dans la manière dont elle écrit. Donc du coup, je vais lire un extrait d'un texte qui s'appelle « De l'usage de la colère, la réponse des femmes au racisme », qui est donc qui est un essai de Sister Outsider. Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre ces oppressions personnelles et institutionnelles qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, la colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Et quand je parle de changement, je ne parle pas d'un simple changement de point de vue, ni d'un soulagement temporaire, ni de la capacité à sourire ou à se sentir bien. Je parle d'un remaniement fondamental et radical de ces implicites qui sous-tendent nos vies. J'ai assisté à des situations où des femmes blanches entendent une remarque raciste en éprouvant du ressentiment, se remplissent de fureur, mais restent silencieuses parce qu'elles ont peur. Cette colère étouffée demeure en elles comme un engin explosif désamorcé qui, trop souvent, va être ensuite violemment jeté à la tête de la première femme de couleur qui parle de racisme. Mais extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre futur, est un acte de clarification qui nous libère et nous donne de la force, car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis. La colère est chargée d'information et d'énergie. Quand je parle de femmes de couleur, je ne veux pas uniquement dire femme noire. La femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, cette femme a quelque chose à me dire et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Si je participe, consciemment ou non, à l'oppression de ma sœur et qu'elle m'interpelle là-dessus, répondre à sa colère par la mienne ne fait qu'étouffer la substance de notre échange. C'est du gaspillage d'énergie. Et oui, il est très difficile de rester tranquille en écoutant la voix d'une autre femme dire précisément une angoisse que je ne partage pas ou à laquelle j'ai moi-même contribué. C'est quelque chose qui est vraiment caractéristique, je trouve, de la pensée d'Audre Lorde. C'est qu'à la fois, il faut penser la différence entre les femmes, c'est-à-dire voilà, quand elle parle de femmes de couleur et qu'elle dit qu'elle parle pas que des femmes noires, mais qu'elle parle de manière générale en fait des femmes racisées avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc elle veut prendre en compte ces différences entre les femmes, mais en même temps, elle revendique une sororité et un échange. Je pense que pour elle, par exemple, la notion d'allié est vraiment importante. Bah, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Et par exemple, quand elle parle des femmes blanches, elle explique que les femmes blanches doivent aussi exprimer cette colère en tant qu'alliées face au racisme. Et c'est une pensée qui revient vraiment souvent chez elle. Alors c'est un poème qui s'appelle « Litanie pour la survie ». Alors je dis, il a été traduit par Gertie Dembury. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions, cruciales et solitaires, pour celles d'entre nous qui ne peuvent succomber aux rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs vont et viennent, entre deux aubes, regardant dedans dehors, avant après en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence, pour nous toutes qui n'étions pas censées survivre à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse.
Seuls, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Il est trop beau. Hein. En même temps, il y a le pouvoir des mots et du bon mot, et c'est super beau, et moi je trouve qu'il y a une mélodie magnifique. Après, c'est une traduction, mais quand même. Et en même temps, il y a quand même cette colère qui s'exprime, et cette voix qui veut émerger, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la pensée d'Audre Lorde, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir politique de la parole. Et par exemple, dans Sister Outsider, dans un de ses essais sur la parole, justement, elle explique que, en tant que femme, on nous apprend à rester silencieuse et que justement, il faut réussir à prendre la parole et que c'est un enjeu vraiment important. J'allais mourir, tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis entrée en contact avec d'autres femmes, et ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné de la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Quels sont les mots qui vous manquent encore ? Qu'avez-vous besoin de dire ? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres jusqu'à vous en rendre malade et à en crever en silence encore ? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander « Et vous, est-ce que vous faites le vôtre ?» Et bien sûr j'ai peur, car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Voilà. Et toi alors, en tant que lectrice, qu'est-ce que ça te fait de lire Audre Lorde ? C'est une sorte de vertu thérapeutique de la poésie, c'est une pensée politique qui te plaît ? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est une pensée politique qui me plaît. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment comment elle arrive à faire le pont entre les mots et entre les mots, l'intime, la sensibilité et une réalité politique. Et comment, en fait, les mots peuvent aussi avoir ce pouvoir de transformation, quoi, et comment de transformation politique. C'est ça que je trouve beau chez elle, que en fait, elle dit la parole est un acte de révélation à soi, de révélation, mais c'est aussi un acte de révolution, en fait, je trouve, dans la manière dont elle la porte, cette parole. En fait, moi, je trouve qu'Audre Lorde, elle a cette force d'interpellation pour, je pense, toute lectrice, et en même temps, elle interpelle aussi de manière politique et avec colère en disant, bah voilà, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme boulot ? Moi, je suis une femme noire, lesbienne, j'ai fait ça, je fais ça, vous, qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, elle s'adresse à toutes les femmes, elle s'adresse aussi aux femmes blanches, aux femmes hétéros, aux femmes privilégiées. Et c'est pour ça qu'en fait, chez elle, on trouve aussi cet appel à la sororité, mais à une vraie sororité, pas une sororité de surface, pas un féminisme blanc, bourgeois. Enfin, de toute façon, elle, c'est pas un féminisme blanc, mais voilà, quoi. C'est ça que je trouve vraiment fort, quoi. En fait, elle interpelle sur la manière dont on est construite, ou dont elle est construite, ou dont les femmes racisées, ou les femmes blanches, ou les femmes lesbiennes sont construites. Et après, elle donne à voir un horizon politique et poétique qui est super beau. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper libérateur comme lecture. Ça s'appelle « De l'usage de l'érotisme comme puissance ». On nous a éduqués dans la crainte du oui en nous, de nos désirs les plus profonds. Mais dès que nous les acceptons, ceux qui n'améliorent pas notre avenir perdent de leur force jusqu'à s'éteindre. La crainte de nos désirs nous les rend suspects et aveuglément menaçants, car réprimer une vérité, c'est lui donner une force qui dépasse toute résistance. La peur d'être incapable de dépasser certains tourments intérieurs nous rend dociles, loyales, obéissantes et définies par l'extérieur. Elle nous condamne à accepter bien des facettes de notre oppression de femme. Quand nous vivons hors de nous, je veux dire par là en fonction de directives extérieures plutôt qu'en fonction de notre connaissance et de nos besoins intérieurs, quand nous vivons séparés de ces guides érotiques qui sont en nous,
Nos vies sont limitées par des formes extérieures et étrangères, et nous nous conformons aux impératifs d'une structure qui n'est pas fondée sur les besoins humains et encore moins sur ceux des individus. Mais quand nous commençons à vivre du dedans vers l'extérieur, en contact avec la puissance de cet érotisme en nous, en laissant cette puissance nourrir et illuminer nos actions sur le monde qui nous entoure, c'est alors que nous commençons à être responsables au sens le plus profond du terme. Dès que nous commençons à accepter nos sentiments les plus profonds, nous cessons de nous résigner à la souffrance, à la négation de nous-mêmes et à la léthargie qui semble être si souvent la seule alternative dans notre société. Nos actions contre l'oppression font partie intégrante de nous-mêmes, motivées et générées de l'intérieur. Lorsque j'entre en contact avec l'érotisme, j'accepte d'autant moins l'impuissance ou ces autres états d'âme qui n'ont rien d'inné chez moi, comme la résignation, le désespoir, l'effacement, la dépression ou la négation de soi. Et oui, il y a une hiérarchie. Il existe une différence entre peindre la clôture du jardin et écrire un poème. Mais c'est seulement une différence quantitative. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre écrire un beau poème et me promener sous la lumière du soleil, serré contre le corps d'une femme que j'aime. Voilà. Est-ce que je peux lire un extrait de Zami maintenant ? Oui. Je vais lire la fin. Tu vas nous spoiler ? C'est l'épilogue en fait, du coup c'est pas trop du spoil. Chaque femme que j'ai aimée a laissé en moi son empreinte. En elle, j'aime un pan inestimable de moi-même, distinct de moi, si différent que j'ai dû m'étirer, grandir pour pouvoir le reconnaître. Et cette croissance a entraîné notre séparation, le lieu où s'amorce tout travail. Une autre rencontre. 1 an plus tard, je terminais mes études de bibliothécaire. Le premier été de la nouvelle décennie s'achevait quand je quittais la 7e rue pour la dernière fois, laissant la porte ouverte pour quiconque viendrait derrière moi à la recherche d'un abri. Il restait 4 poèmes inachevés gribouillés sur le mur de la salle de bain, entre les toilettes et la baignoire, et d'autres sur les montants des fenêtres et sur les lattes du plancher, sous le lino à fleurs mêlé aux fantômes des riches odeurs de nourriture. Pendant 7 ans, l'enveloppe de ce lieu avait constitué mon chez-moi. C'est le temps qu'il faut au corps humain pour se renouveler entièrement, cellule après cellule. Et au cours de ces années, ma vie était progressivement devenue une sphère, un univers de femmes. Zami. Zami, mot kariakou désignant les femmes qui travaillent ensemble, amies et amantes. Nos traditions voyagent avec nous. Les boîtes de sel Red Cross et le balai de paille de maïs que j'achète pour mon nouvel appartement à Westchester. Nouveau poste, nouvelle maison, nouvelle manière de faire revivre l'ancien dans le nouveau. Les femmes qui m'ont donné substance et que je recréais en mots. Malise, Deloy, Louise Briscoe, Aunt Annie, Linda et Geneviève, Maoulisa, Tonnerre, Ciel, Soleil, notre formidable mère à toutes, et Afrekété, sa dernière fille, linguiste malicieuse, magicienne, la préférée, celle que nous devons toutes devenir. Leurs noms, leurs visages, leurs êtres me nourrissent comme le maïs qui précède le labeur. Je vis chacune comme un morceau de moi-même et je pèse ces mots avec la même gravité que lorsque je choisis de transformer la langue en poésie, noyau essentiel, vision d'avenir de notre vie à toutes. Il y a longtemps, chez nous était un endroit reculé où je n'étais jamais allée, mais que je connaissais de la bouche de ma mère. Je ne découvris ces latitudes que plus tard, quand Kariakou cessa d'être chez moi. Là, il est dit que le désir de connaître d'autres femmes prend sa source dans le sang de la mer. Je vous ai grave spoilé. Elle parle beaucoup de toutes les femmes qu'elle a connues, avec qui elle a vécu, avec qui elle a eu des histoires. Et c'est une écriture vraiment très, très poétique et très charnelle aussi. C'est le personnel et politique mis en poésie. Ouais. Du coup, voilà. C'était la conclusion. C'était le personnel et politique mis en poésie.